Collège de France. Et l'intention au début était d'avoir un peu un résumé pour une présentation, puis les auteurs de l'interview, Alain Papot et Dominique Bourg, ont trouvé l'interview tellement riche qu'on vous propose de l'écouter en 2 phases. Donc on va avoir une première phase d'environ 40 minutes maintenant, puis ensuite une petite pause qui nous permettra de prendre un café et de parler entre nous. Et nous écouterons la deuxième phase tout à l'heure. Alors je passe la parole maintenant à la technique. Mais enfin, derrière la technique, quand même, à 3 très grands esprits. Donc, Philippe Descola, bonjour. Un grand merci à vous d'avoir accepté le principe de cet entretien. Merci à vous surtout d'avoir fait le voyage jusqu'à Paris pour donner cet entretien avec moi. Et je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être présent parmi vous. Mais enfin, mes paroles et mon image, par l'intermédiaire de la technique, vous accompagnent au cours de ce colloque pour lequel je vous souhaite d'ailleurs plein succès. Merci. On va vous poser une première question. Quel lien vous établissez entre ce que vous appelez la naturalisation du monde et puis ce qu'on peut appeler la crise écologique? Alors, à la fin de Par-delà nature et culture, vous abordez le sujet en disant qu'il n'y a aucun passage automatique entre le naturalisme et puis ce qui deviendra bien plus tard la crise écologique. Est-ce que vous pouvez peut-être expliciter et commenter? C'est un sujet sur lequel il faut être très prudent. Alors, ce que l'on peut dire d'abord, c'est que il est vrai que le naturalisme, et peut-être je précise ce que j'entends par là, puisque je l'entends de façon très particulière, le naturalisme, c'est cette façon de percevoir les choses qui s'est progressivement mise en place en Occident de manière réflexive à partir du XVIIe siècle, un peu plus tôt, je crois, puisque je travaille maintenant sur les images dans le domaine de la figuration, à partir du XVe siècle probablement, et qui est fondée sur les prémices suivantes, c'est-à-dire d'un côté, les humains sont dotés d'une intériorité distinctive qui les sépare des non-humains, mais de l'autre, les humains sont à l'intérieur d'un continuum de caractéristiques physiques qui ne les rend pas différents des autres objets du monde. Cette définition générale, en fait, elle est fondée aussi sur une dynamique et une tension, c'est-à-dire qu'au fil des siècles, et c'est devenu très net à présent, la dimension immatérielle de l'intériorité humaine est devenue de plus en plus réduite à une fonction physique. Alors on en a quelques traits dès le XVIIIe siècle avec les premiers matérialistes, aussi au XIXe siècle, et maintenant c'est devenu assez manifeste puisque l'idée que l'intériorité est quelque chose une sorte de conscience impalpable se dissipe au profit de l'idée que finalement l'intériorité est une fonction émergente de caractéristiques biologiques de l'humanité. Donc il y a une tension dynamique en quelque sorte dans le naturalisme qui lui donne peut-être aussi sa fécondité. Alors à l'intérieur de cet ensemble, il s'est produit un mouvement de séparation progressif qui avait déjà été amorcé auparavant par la philosophie grecque et la science grecque, par le christianisme, qui a abouti à un retrait progressif du sujet humain de son environnement. C'est-à-dire que, à la différence de ce qui se passait auparavant et de ce qui se passe ailleurs, le sujet ne se voyait plus comme
reliés par tout un tissu de liens de diverses natures avec les objets naturels qui l'entouraient, mais c'est progressivement extrait, en quelque sorte, du milieu où il vivait, pour le saisir avec une certaine distance, en surplomb, ce qui a permis à la fois le développement, un développement sans précédent des sciences. C'était pas la seule raison. Je pense qu'à cela, il faut ajouter aussi l'expérimentation, qui est une dimension absolument centrale. C'est la première fois au XVIIe siècle qu'on a fait quelque chose qui ne s'était fait nulle part ailleurs, c'est-à-dire qu'on a imaginé une expérience de pensée concernant des réactions des objets du monde qui pouvaient être instrumentalisées dans un dispositif matériel. On a expérimenté partout, mais on n'a jamais fait ça ailleurs qu'en Europe à ce moment-là. Donc il y a différents éléments qui ont concouru à cette séparation progressive, mais ça a quand même eu cet effet que le sujet, en se dissociant du monde, se donnait, pour reprendre une formule, une grande banalité, puisqu'on l'a cité à maintes reprises, les humains devenaient comme maîtres et possesseurs de la nature. Il fallait pour cela qu'il y ait eu auparavant cette séparation progressive. Alors, la conséquence, bien sûr, et on ne peut pas ne pas penser qu'il y en a une, c'est qu'à partir du moment où les objets naturels deviennent relativement divorcés de soi, qu'on s'intéresse et qu'on a comme objectif de montrer la façon, les lois qui gouvernent leur fonctionnement et le fait que ces lois ont un caractère universel, qu'on développe progressivement les moyens de les faire servir aux finalités posées par les humains, la séparation s'accentue. Et donc, de ce fait, il y a certainement quelque chose de l'ordre d'une condition préalable à ce qu'on appelle, ce que vous appelez la crise écologique. Mais ça n'est pas nécessairement automatique, c'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement de croissance de la technologie rendu possible par cette espèce de divorce initial qui a fini par acquérir sa propre dynamique aussi. Donc c'est un ensemble de facteurs extrêmement différents. Il y a eu des crises écologiques ailleurs. Jared Diamond a fondé une partie du succès de ses ouvrages sur le développement de cette idée. Et c'est pas faux, oui, bien sûr. Dans certaines circonstances, il y a des sociétés qui n'ont pas su maîtriser des accroissements démographiques dans des habitats circonscrits et qui se sont donc trouvées dans des situations où elles mettaient en péril leur propre survie. Ce qui est nouveau dans la situation présente, c'est le caractère interconnecté des pressions anthropiques sur l'environnement, qui fait que plus aucune société n'échappe en quelque sorte aux conséquences de cette pression, et d'une certaine façon aussi, plus aucune société en tant que telle peut être dite responsable. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que l'Occident, qui a été à la source d'un développement considérable de la transformation anthropique du monde, peut être dit responsable en premier lieu, mais la propagation des outils et des techniques que l'Occident a rendu possible est telle maintenant que c'est une responsabilité planétaire en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez peut-être restituer donc le naturalisme parmi ces différentes grammaires culturelles, donc les 4 modalités de relation comment dire, de l'intériorité à la physicalité? Oui, alors ce projet, il est né, comme c'est souvent le cas, d'une expérience ethnographique. C'est-à-dire que j'ai passé quelques années avec des Indiens d'Amazonie, les Achuar, et ce qui était très frappant chez eux, ce qui m'a bouleversé d'une certaine façon, c'est qu'ils paraissaient précisément ne pas établir de discontinuité marquée entre des personnes humaines et des personnes non humaines, les animaux et les plantes en particulier, surtout les animaux. Et je me suis rendu compte finalement au fil du temps que
l'attribution qu'il faisait d'une intériorité au non-humain, c'est-à-dire le fait nous, dans notre jargon anthropologique, on appelle une âme, c'est-à-dire un dispositif disons, qui permet de donner un sens, qui permet la communication, etc., s'accompagnait d'une conception du monde animal en particulier, et plus généralement du monde des vivants, comme fondé sur des espèces, chacune ayant des qualités propres qui définissaient leur rapport au monde. Je m'explique. Si vous voulez, la façon dont les Achuar percevaient les caractères corporels ou biologiques des vivants est assez semblable à celle qui a été développée par Jacob von Uexküll, c'est-à-dire l'idée finalement qu'un être, un organisme, a un accès au monde à partir des atouts biologiques dont il dispose, c'est-à-dire à partir des instruments de locomotion, d'alimentation, des capteurs, etc. Donc, si vous vous souvenez, dans le travail de von Uexküll, il y a un très beau chapitre sur la tique. La tique, c'est quand même un animal étonnant qui vit une vie potentielle pendant une grande partie de sa vie, puis tout d'un coup qui s'actualise lorsque ses capteurs détectent un animal à sang chaud, qui se réalise comme tique dans ce monde très particulier dans lequel finalement il y a détection d'un animal à sang chaud, consommation de son sang, etc. Bon. Et pour les Achuar, je me suis rendu compte après que c'était quelque chose d'assez commun dans d'autres régions du monde que j'ai appelé l'animisme. Chaque espèce, au sens de chaque classe morphologique d'entité dans le monde, possède un corps qui lui donne accès à une certaine partie du monde en fonction de ses atouts. Voilà. Et je me dis, mais c'est quand même... D'abord, c'est une vision tellement différente de celle dans laquelle j'avais été élevé moi, que j'ai mis quand même pas mal de temps avant de la saisir. Et puis ensuite, je me dis, mais c'est exactement l'inverse de ce que nous faisons nous. Et c'est comme ça qu'est né ce souhait, en quelque sorte, d'essayer de mettre un peu d'ordre dans les façons qu'ont les humains d'établir des continuités, des discontinuités entre eux-mêmes et le reste du monde, à partir de cette opposition fondamentale que j'avais perçue sur le terrain, et qui me paraissait appuyée sur un dispositif que je pense aussi universel, qui est la conscience qu'ont les humains d'être un composé d'intériorité et de physicalité, c'est-à-dire d'avoir à la fois des états mentaux et intentionnels, et en même temps d'être soumis à des contraintes physiques du fait qu'ils ont un corps. C'est une idée qui n'était pas extrêmement originale en soi, puisque finalement, je suis philosophe de formation, j'avais lu Husserl dans ma jeunesse, et donc c'est une idée que Husserl avait développée, l'idée qu'un sujet abstrait, parachuté dans le monde sans aucune connaissance préalable de ce monde, la façon qu'il a d'établir une distinction entre le soi et le non-soi, c'est en utilisant deux outils que sont son corps et son intentionnalité. Et puis c'est une idée aussi qui a été, même s'il faut prendre ses travaux avec prudence, qui a été développée par les psychologues du développement, lorsqu'ils montrent finalement que des enfants très très tôt connaissent le monde à partir à la fois d'une capacité à attribuer des états mentaux à autrui, et en même temps à partir de ce qu'on appelle, peut-être de façon un peu abusive, une physique naïve ou une biologie naïve, c'est-à-dire en ayant des attentes quant au comportement des objets du monde. Donc il m'a paru qu'on pouvait faire sans trop d'audace ce pari qu'un peu partout les humains connaissent, ou un sujet humain un peu abstrait, je dois le dire, à la manière d'Husserl ou même de Descartes, peut connaître le monde à partir de ces deux moyens. Et ces deux moyens, finalement, lui permettent d'établir des inférences quant à l'identité des objets qui l'entourent,
fondée sur 4 combinaisons, hein, c'est-à-dire soit les objets qui l'entourent ont une intériorité identique à la sienne, mais se distinguent par leur physicalité, et ça, c'est le pari qu'ont fait les Achuar, et au-delà, un grand nombre de sociétés que j'ai appelées animiques, en Amazonie, bien sûr, mais aussi parmi les Amérindiens d'Amérique du Nord, en Sibérie, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, etc. Ou bien le pari inverse, c'est celui que nous, naturalistes, avons commencé à faire, encore une fois, à partir de la Renaissance, de façon plus nette, à partir du XVIIe siècle, de façon très affirmée à partir du XIXe, c'est-à-dire penser qu'il y a une discontinuité du point de vue des intériorités, qu'en revanche, du point de vue des physicalités, l'homme n'est pas un organisme particulièrement singulier. Et puis il y avait 2 autres formules qui sont soit considérer que des humains se pensent comme ayant des qualités physiques et morales analogues à celles de certains non-humains à l'intérieur de groupes bien segmentés, et ça c'est le totémisme, soit au contraire penser que le monde, à une échelle, disons, infra-individuelle, est un gigantesque composite de qualités différentes, et d'états, et que ces qualités et ces états doivent être, d'une façon ou d'une autre, pour que ce monde soit pensable et vivable, reliés par des mécanismes ou des dispositifs de correspondance dont le plus classique est l'analogie. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça l'analogisme, et ça c'est quelque chose qui est assez caractéristique, par exemple, à la fois de notre propre passé à nous en Europe, c'est-à-dire la civilisation antique, bien sûr, le Moyen-Âge, et puis de civilisations comme la Chine, l'Inde, ou les hautes civilisations andines ou du plateau central du Mexique. Donc 4 formes d'établir des continuités ou des discontinuités entre les humains et les non-humains, 4 types d'inférences possibles quant à la qualité de ces objets qui nous entourent, qui ont toutes sortes de conséquences quant à au type de jugement que les humains peuvent porter sur le monde, et qui ont des conséquences aussi dans la façon dont les humains s'agrègent. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Essentiellement, au départ, c'était un travail de réforme des cadres de l'anthropologie. C'est-à-dire, il m'avait semblé qu'il était paradoxal que l'anthropologie, qui, dès le début, a affirmé le relativisme culturel, enfin, dès le début, en tout cas, dès le début du XXe siècle, comme un principe, c'est-à-dire qui a affirmé depuis longtemps que ce ne sont pas les modèles des institutions et des valeurs de la société d'où provient l'observateur qui doivent constituer l'aune à partir de laquelle évaluer, voire juger les sociétés que l'on observe. Ce travail qui avait été fait dans tous les domaines de relativisation, il n'avait pas été fait dans un domaine quand même très important, qui était le cadre cosmologique même, au sein duquel les anthropologues se situaient, et notamment ce cadre cosmologique qui était marqué par cette opposition entre, d'un côté, une nature de caractère universel dont les humains n'étaient qu'un élément parmi d'autres, et puis la diversité des cultures qui diffractaient chacune de façon particulière cette espèce d'intériorité collective qu'on appelait jadis un Volksgeist et qu'on appelle maintenant la culture. Et donc il fallait poursuivre en quelque sorte ce travail de relativisation tout en l'appuyant, disons, sur une sorte d'universalisme de niveaux différents, ou en tout, mais qui aurait donc une légitimité scientifique aussi. Il ne s'agit pas de dissoudre les outils dont on se sert, mais il s'agit de les transformer de façon à mieux prendre en compte les cosmologies ou les ontologies d'autres civilisations, sans imposer les outils au moyen desquels nous avons pensé notre propre ontologie et notre propre cosmologie, c'est-à-dire des outils qui sont évidemment marqués au sceau de la contingence historique. Donc ça, c'était ce travail que je souhaitais mener, et dont je vois maintenant qu'il a aussi bien d'autres conséquences, dans la mesure où il permet de nous traiter, nous, occidentaux, comme un cas particulier
parmi d'autres, et non pas comme le modèle à partir duquel penser le reste. Ce qui est évidemment fondamental. Oui, pour reprendre l'idée du lien à dresser entre la cosmologie et puis la philosophie politique ou la morale, on sait qu'un débat s'est quelque peu développé sur la prééminence de la cosmologie comme modèle pour la philosophie morale ou l'inverse, la philosophie morale, notamment le développement de la polis grecque, qui serait le modèle pour penser la cosmologie. Alors on a des positions des uns et des autres opposées. J'aurais aimé connaître un peu quelle est votre position et comment vous la réinscrivez, soit dans le naturalisme, soit même dans l'animisme. Oui, ça c'est un débat technique qui me rappelle mon passé de philosophe, hein, où effectivement, comme vous le dites, c'est soit le nomos de la légalité physique, soit le nomos de la légalité de la cité qui prend le premier plan. Je pense que les deux sont très liés sans doute, et notamment ce fait que l'on a plusieurs fois souligné que les Grecs ont été les premiers à objectiver en quelque sorte un rapport d'extériorité, en ce sens qu'ils ont été les premiers à donner, par exemple, quand je dis les premiers dans l'Antiquité, bien sûr, hein, à donner un statut juridique aux étrangers, par exemple. On dit toujours les Métèques, c'était pas des citoyens de premier plan, c'est vrai, mais ils avaient un statut juridique. Et ça, c'est la première fois que, dans l'Antiquité, que l'on objective une différence en l'inscrivant dans la loi. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc il y a toute une série de mouvements de ce type-là qui se sont passés en Grèce et qui mettent l'accent sur le fait que, finalement, les Grecs étaient tout à la fois attentifs à ce qui les entourait. Bien sûr, il y avait les barbarois, mais en même temps, cherchaient à comprendre, à connaître et à leur donner un statut, en quelque sorte, à cet entourage, à cette extériorité. Or, ceci est quelque chose qui tranche sur les systèmes que j'ai appelés tout à l'heure analogistes classiques, pour lesquels la périphérie, finalement, est peu intéressante. Les systèmes analogistes sont autocentrés. Le meilleur exemple, c'est la Chine. Hein. Définition de l'empire du milieu, c'est tout ce qui existe sous le ciel. Alors, c'est pas vraiment... Même les Chinois le savaient que ce n'était pas vrai. Mais peu importe. Hein, la périphérie, c'était quelque chose qui était voué soit à demeurer aux confins, soit à être intégré selon des mécanismes parfaitement maîtrisés, et dans la mesure où le monde, en quelque sorte, alors les anthropologues ou les sociologues parlent de sociocentrisme, hein, ou de cosmocentrisme, pardon. Le cosmocentrisme, c'est finalement l'idée qu'il n'y a pas de différence véritablement entre société et cosmos. Le système chinois est tout à fait exemplaire de ça. Les systèmes analogiques sont cosmocentrés de ce point de vue-là, et d'une certaine façon, les Grecs aussi n'échappaient pas à ce cosmocentrisme. Cela dit, à l'intérieur de ce cosmocentrisme, il y a eu toutes sortes d'innovations qui ont été les ferments, qui ont permis, bien des siècles plus tard, l'émergence du naturalisme. C'est en Grèce aussi que l'idée d'une nature comme quelque chose soumis à l'enquête, doté d'une capacité de développement propre, indépendante des humains, est née. Donc nous sommes tributaires de la phoussis grecque quand nous pensons la nature. Donc il s'est passé beaucoup de choses en Grèce à ce moment-là, dans ce début du processus de purification, si je puis dire, qui a abouti à l'existence, à l'émergence, à l'apparition d'une nature autonome bien plus tard. On vous dirait que d'une certaine manière, on trouverait presque sédimenté dans les travaux d'Aristote cette tension. Absolument. Où on a cette continuité du tsoon, l'homme est
un vivant, dans ce sens-là, parmi les autres vivants. Tout à fait. Il a cette singularité d'être politikon ou logikon, donc la parole qui lui permet de distinguer le bien et le mal. Donc il est à la fois dedans et à la fois avec cette petite extériorité mise à distance d'une nature dont il reconnaît par ailleurs le statut. Je crois qu'Aristote est le grand fondateur du naturalisme. Il ne l'a pas, pour toutes sortes de raisons, poussé jusqu'à ses conséquences ultimes. Et c'est un peu un paradoxe, d'ailleurs, de la seconde naissance d'un naturalisme plus accompli, qui s'est fait contre lui, contre la scolastique, et contre une vision, disons, j'allais dire scolaire, oui, et répétitive, en quelque sorte, de l'apport aristotélicien. Mais Aristote, à bien des égards, a été fondateur. Moi, il me paraît qu'il a été tout particulièrement fondateur dans un domaine, c'est celui de l'histoire naturelle. C'est la première systématique non décontextualisée du monde des organismes. C'est-à-dire pour la première fois, alors elle est bizarre sa classification bien sûr, mais cela dit, pour la première fois, des animaux étaient présentés non pas pour les fonctions symboliques ou pour les fonctions utilitaires qu'ils pouvaient remplir, mais du fait de certaines caractéristiques physiques qu'ils possédaient, systématiquement mises en contraste les unes avec les autres. Donc la première classification décontextualisée. Et ça, c'est quand même un élément fondamental de l'objectivation et de la mise à distance du monde naturel. Donc oui, Aristote a joué un très grand rôle dans cette opération, c'est certain. Alors peut-être un mot sur le zoon politikon. Il faut simplement noter que c'est un animal politique d'un genre un peu particulier, c'est un animal domestique, le zoon. C'est donc quelque chose qui est quand même dans une extériorité relative, dans la mesure où le zoon politikon, c'est pour l'essentiel, c'est l'animal, c'est le cheptel, c'est-à-dire c'est à la fois le capital, c'est l'animal, le bœuf de labour que l'on va sacrifier, qui sert à la subsistance de la cité, qui en même temps qui sert à ses rituels civiques et à honorer les dieux. Hein. Donc, c'est d'une certaine façon presque un humain de ce point de vue-là. Hein. Vous savez que dans le sacrifice grec, l'animal doit acquiescer à sa mise à mort. Donc il y a toute une élaboration autour du zoon qui le rend très très difficile de l'animal sauvage, qui est l'animal que l'on chasse, qui est l'univers moins civil ou civique, moins politique de la police grecque. Hein. C'est là que c'est en chassant que, je me réfère aux travaux de Vidal-Naquet par exemple, que l'on mesure sa force, sa ruse, son habileté, etc. Donc il y a une distinction à établir là entre deux catégories d'animaux pour les Grecs. Hein. Donc le zoon, dans ce sens-là, serait quasiment du côté de nomos, alors que l'animal sauvage reste exactement. Du côté fusis, donc on retrouverait une certaine coupure, malgré la vision peut-être plus holiste que d'autres philosophes. Voilà. Il y a cette amorce d'une coupure, en effet, qui est très importante. Oui. Alors, on va reprendre le naturalisme de l'autre côté, cette fois-ci. Je rappelle, le naturalisme, c'est ce que vous appelez la naturalisation du monde. C'est que notre civilisation sépare les humains du reste de la nature. Finalement, seuls les humains ont en propre une intériorité. Bon. Alors, on a eu une contestation assez récente qui commence à se systématiser, à se formaliser dans les années 70-70 avec ce qu'on appelle la deep ecology, qui va refuser l'anthropocentrisme et qui veut finalement remettre l'espèce humaine parmi une sorte de communauté d'espèces avec une égalité entre toutes les espèces. Et l'idée de supprimer les droits subjectifs pour leur substituer une sorte de droit de la nature. Et donc dans ce courant, par exemple quelqu'un comme Teddy Goldsmith ou d'autres nous disent finalement on a besoin de rien de nouveau. Si l'on veut sortir de la crise qui est la nôtre, cette fameuse crise écologique, nous aurions besoin que d'une chose, c'est de retrouver la sagesse des peuples premiers. Alors, qu'est-ce que l'anthropologue
que vous êtes, quelle lumière vous jetez sur à la fois cette deep ecology, puis ce fantasme, peut-être je n'en sais rien, de dire finalement nous n'avons besoin que d'une chose, de retrouver cette sagesse. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que cette sagesse, elle pourrait en quelque sorte nous permettre de domestiquer la puissance qu'on a déchaînée? Comment vous voyez ça? C'est une illusion, dans la mesure où aucune expérience historique ne peut être transposée à des conditions différentes de celles où elle est née. Donc de penser que nous pourrions, avec des malentendus gigantesques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la méconnaissance dont font preuve beaucoup de philosophes en particulier, de ce qu'on appelle la sagesse des sociétés primitives, en général tirées de simplement quelques sources qui ne sont pas toujours qu'on ne peut pas toujours faire confiance, disons, et aboutit précisément à ces désirs qui sont, je dirais presque parfois un peu puérils. Aucune expérience n'est transposable parce que la façon dont nous nous représentons, nous humains, nos rapports aux non-humains, encore une fois, est en grande partie définie par des conditions de socialisation que nous avons traversées, par le milieu au sein duquel nous évoluons et par ces contraintes cognitives que j'ai évoquées tout à l'heure lorsque j'ai parlé de ces quatre grandes ontologies, de ces quatre grands systèmes d'inférence. Autrement dit, pour prendre un exemple tout simple, l'idée que la nature doit être protégée, elle suppose déjà qu'il y ait une coupure vis-à-vis de la nature. Il faut que ce soit quelque chose qui soit extérieur à soi. L'idée que la nature doit être protégée pour les Indiens d'Amazonie est absurde en soi. Ils finissent par se l'être appropriée, cette idée, pour des raisons politiques évidentes, pour lutter contre la spoliation territoriale. Mais on ne protège pas son voisin de palier. On n'a pas vis-à-vis de lui une mission paternaliste en quelque sorte, de l'aider à se développer au mieux avec cette intention finalement plus ou moins cachée que s'il ne se développe pas au mieux, ça va avoir des conséquences sur notre propre survie. Donc ça, c'est une idée qui n'a pu prendre un sens qu'à partir du moment où il y avait eu d'une part séparation entre des humains et le monde de la nature, déprédation de ce monde naturel et constatation des effets dévastateurs de cette déprédation et volonté d'essayer sinon de revenir en arrière, en tout cas de lutter contre. Et une des façons de lutter contre, c'est l'idée d'évoquer avec la nostalgie d'un passé imaginaire. Mais ça s'est fait déjà très tôt, au XIXe siècle, le romantisme, enfin certaines réactions romantiques ou une attitude romantique vis-à-vis de la nature était le résultat des élites urbaines, en Europe en particulier, en Allemagne, en Angleterre, en France, au moment de la première grande vague d'industrialisation qui rêvait une sorte de passé arcadien qui déjà n'existait plus, je pense, depuis. On pourrait vous proposer, puisque de toute façon on a une coupure prévue à un moment donné, sans qu'il y a quelques petits problèmes techniques que vous pourrez longtemps. Donc il faut être très prudent lorsqu'on parle de ce genre de transposition.
Cela dit, voilà, il semble que la technique a, en tout cas, fait tout son possible pour améliorer la situation et qu'on ait le moins de coupures possible. Je profite de saluer Isabelle Chevalet qui va devoir nous quitter. J'apprécie beaucoup la présence parmi vous tous de toutes ces personnalités. Nous n'avons pas été très nombreux ces 3 jours, mais vraiment avec un public d'un très haut niveau et engagé. Donc c'est très encourageant pour que nous puissions poursuivre notre travail. Et puis je viens de voir avec M. Métro, le nouveau forestier cantonal vaudois, ceux d'entre vous qui ne se seraient pas inscrits pour le colloque, faites-le parce que ce sera le moyen de figurer sur une liste à laquelle nous continuerons d'envoyer des informations sur la suite de nos travaux, puisque nous avons l'ambition de poursuivre. Donc, en tout cas, si vous voulez être tenu informé, déposez vos coordonnées soit à l'entrée, soit sur Internet. Est-ce qu'on peut essayer alors de poursuivre l'interview de Philippe Descola et je vous souhaite encore un très beau moment avec lui. Merci. Autrement dit, pour prendre un exemple tout simple, l'idée que la nature doit être protégée, elle suppose déjà qu'il y ait une coupure vis-à-vis de la nature. Il faut que ce soit quelque chose qui soit extérieur à soi. L'idée que la nature doit être protégée pour les Indiens d'Amazonie est absurde en soi. Ils finissent par se l'être approprié, cette idée, pour des raisons politiques évidentes, pour lutter contre la spoliation territoriale. Mais on ne protège pas son voisin de palier. On n'a pas vis-à-vis de lui une mission paternaliste, en quelque sorte, de l'aider à se développer au mieux, avec cette intention finalement plus ou moins cachée que s'il ne se développe pas au mieux, ça va avoir des conséquences sur notre propre survie. Donc ça, c'est une idée qui n'a pu prendre un sens qu'à partir du moment où il y avait eu, d'une part, séparation entre des humains et le monde de la nature, déprédation de ce monde naturel et constatation des effets dévastateurs de cette déprédation et volonté d'essayer sinon de revenir en arrière, en tout cas de lutter contre. Et une des façons de lutter contre, c'est l'idée d'évoquer avec la nostalgie d'un passé imaginaire. Mais ça s'est fait déjà très tôt, au XIXe siècle, le romantisme, enfin certaines réactions romantiques ou une attitude romantique vis-à-vis de la nature était le résultat des élites urbaines en Europe en particulier, en Allemagne, en Angleterre, en France, au moment de la première grande vague d'industrialisation qui rêvait une sorte de passé arcadien qui déjà n'existait plus, je pense, depuis longtemps. Donc il faut être très prudent lorsqu'on parle de ce genre de transposition. Cela dit, l'étude, l'histoire des religions, l'anthropologie des religions, l'anthropologie de la sociologie, enfin l'étude historique et ethnographique ou ethnologique d'autres civilisations a néanmoins un mérite, c'est-à-dire qu'elle nous permet de mettre en évidence que le présent au sein duquel nous vivons n'est pas inéluctable. C'est-à-dire que d'autres peuples ayant trouvé des solutions très différentes de celles que nous avons nous-mêmes élaborées pour répondre aux différents défis de la condition humaine, il est possible que nous-mêmes puissions le faire. C'est-à-dire que c'est un message d'espoir, d'une certaine façon, plus qu'un répertoire de solutions alternatives. Et alors, nous apprenons en quelque sorte des erreurs des autres. Ce n'est pas que nous apprenons de ce qu'ils ont fait, ce n'est pas un modèle à suivre, mais nous apprenons de leurs erreurs aussi. Alors, cela dit, je pense que le naturalisme subit en ce moment, pour toutes sortes de raisons, une transformation profonde. La raison principale, sans doute, c'est que les habitudes de pensée que nous avions auparavant et qui nous permettaient plus ou moins facilement, en tout cas du point de vue du sens commun,
d'établir des affiliations plutôt naturelles ou plutôt sociales et culturelles devient très très difficile du fait du développement technique. Le réchauffement climatique ou disons l'accroissement de l'effet de serre, c'est un phénomène qui n'est ni naturel ni culturel, il est intrinsèquement les deux en même temps. Les transformations dans les nouvelles techniques de reproduction humaine ou en général des organismes, c'est-à-dire l'extraordinaire accroissement des mécanismes de reproduction nous fait mesurer à quel point l'idée d'une reproduction naturelle n'a aucun sens. Donc un peu partout, des États ou des êtres ou des entités que nous classions plutôt comme naturels, plutôt comme culturels, ne sont plus. Ou en tout cas, nous nous posons des questions quant à leur nature. Les identités sexuelles, par exemple, aussi, c'était simple pendant... Enfin, ça n'a jamais été simple, mais on pensait que c'était simple. Et puis on s'aperçoit que ça l'est beaucoup moins. Donc, ce brouillage qui est croissant, et qui intervient de façon croissante dans la vie quotidienne, tend à remettre en question cette idée, finalement, qu'il y aurait deux univers bien compartimentés de réalité. Et donc, de ce point de vue-là, le défi qui se pose et qui va se poser évidemment à l'humanité, ça va être de repenser les rapports entre humains et non humains dans des modalités qui sont différentes de celles que le naturalisme avait mises en place pendant plusieurs siècles, mais qui ne peuvent pas être non plus celles que d'autres civilisations ont élaborées, quel que soit le désir qu'on puisse avoir d'emprunter aux Tibétains, aux Jivaros ou aux Mexicains. Alors, pour en revenir, disons, aux philosophies environnementalistes, il me semble qu'il y en a, enfin, il me semble, non, c'est un constat, il y a deux grandes directions générales. Il y a des philosophies qui sont plutôt biocentristes ou écocentristes, et puis des philosophies qui sont plutôt fondées sur une extension des caractéristiques de la personne humaine et des droits qui y sont attachés aux non-humains. Personnellement, je serais plutôt du côté de la première option, c'est-à-dire de celle qui, faisant ou prenant acte du fait que dans les interactions extrêmement complexes entre organismes à l'intérieur d'écosystèmes eux-mêmes de plus en plus complexes, il y a une espèce qui a des capacités de perturbation extrêmement grandes, c'est l'espèce humaine, et qu'il est donc de sa responsabilité à cette espèce de tout faire pour que ces perturbations ne provoquent pas un déséquilibre irréversible du système. Donc ça, c'est comme ça que je vois les choses, plus que comme une extension des droits attribués aux non-humains, qui pose toutes sortes de questions d'une extrême complexité qui ont été très très bien résumées si je puis dire, dans ce très beau livre de Coetzee qui s'appelle Animals, je crois, et qui met en scène, c'est romancé, mais c'est très souvent la littérature romanesque dit les choses avec plus de finesse et de profondeur que nous autres pauvres scientifiques, et qui met en scène le dilemme moral d'une philosophe qui a une aversion profonde contre la souffrance imposée aux animaux et le fait qu'on les mange. Eh bien, ça pose toutes sortes de problèmes parce qu'ils sont des problèmes de limites. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est des choses qui sont assez connues. Et c'est pour ça qu'il me semble que la perspective écocentrique permet de dépasser aussi les caractéristiques qui sont proprement naturalistes, en fait, liées aux droits attachés à la personne humaine, qui ne sont pas nécessairement universels et qui sont peut-être difficilement universalisables. Je voudrais
revenir un peu sur une sorte d'énigme. Dans son livre sur la biodiversité, Wilson rappelle une sorte de comportement destructeur de l'homme qui pourrait à la limite presque remonter jusqu'à Homo habilis, c'est-à-dire que finalement, chaque fois que des hordes humaines ont investi un territoire inconnu jusqu'alors, on a très généralement, quelles qu'aient été les conditions climatiques, vu disparaître un certain nombre d'espèces composant la mégafaune. Et Wilson de dire finalement l'espèce humaine n'a aucune éthique, enfin nos aïeux en quelque sorte n'auraient jamais eu la moindre éthique de la chasse. En revanche, quand on vous lit, vous racontez cet épisode avec un hachoir, je crois, qui se trouve avoir récupéré ou acheté un fusil et qui d'un seul coup est pris d'une espèce de folie meurtrière et qui tue des singes en masse et après il est en proie à une très forte culpabilité. Et donc, alors manifestement, ce que dit Wilson, il y a quelque chose derrière. C'est vrai qu'on a pu constater, notamment sur les dépeuplements qu'on peut bien situer de différentes îles, on a pu constater ces choses-là, et en même temps, c'est totalement contradictoire à ce que nous a toujours dit l'anthropologie. Comment vous voyez cette contradiction ? Je ne pense pas que ce soit véritablement une contradiction. Je crois que partout, tuer un être vivant, surtout un être vivant avec lequel les capacités d'identification sont grandes, donc par exemple un mammifère, pose un problème. Et partout, il y a des mécanismes alors on peut appeler ça de compensation si on veut, mais je ne pense pas que ce soit de la compensation. Sinon, il y a des formes d'établir des relations avec ces organismes qui permettent de médiatiser, disons, cette mise à mort. Ils peuvent être divers. En Amazonie, j'en vois 3 au moins, qui sont que j'ai appelé le don, la prédation et l'échange. C'est-à-dire, l'échange, c'est la plus commune peut-être, c'est-à-dire je tue, mais en échange, je donne quelque chose de moi, et qui est peut-être important, puisque dans certains cas, c'est des âmes humaines que l'on va donner aux maîtres du gibier et qui vont devenir des animaux. C'est donc pas rien, c'est-à-dire on donne de l'humain pour faire du non-humain. Là, ça, c'est l'échange. Le don, c'est l'idée qu'on trouve assez présent, pas simplement en Amazonie, ça se trouve aussi dans l'ère subarctique et arctique, que finalement les animaux sont mus par la compassion, ils nous observent, et les humains ayant faim, ils donnent leur corps pour que les humains s'en nourrissent, et ils renaissent sous la même forme, parce que leur intériorité ne disparaît pas, et serait encore dans un autre animal. Puis là, alors là, c'est commode d'ailleurs, parce que ça supprime quand même une grande partie de la culpabilité. Puis il y a une troisième forme, qui est celle que j'ai observée chez les Achuars, que j'appellerais la prédation, et qui consiste à dire, bon, on n'échange pas parce que j'ai besoin d'autrui, et c'est vraiment la prédation au sens le plus biologique, voire philosophique du terme. J'ai besoin d'autrui pour être moi-même, et j'ai besoin de la chair d'autrui pour survivre. Ça veut dire qu'autrui, je ne méprise pas, c'est pas une quantité négligeable, hein. Il est absolument indispensable pour moi, mais je ne lui donne rien en échange. Ça n'empêche pas autrui de se venger, évidemment, des animaux en particulier, mais aussi des humains. Donc c'est trois façons de médiatiser la chose. Alors, dans la chasse, prédation pris au sens général, disons, l'usage des non-humains non médiatisés par la domestication, il y a des effets inintentionnels qui peuvent aboutir en effet à la disparition de la mégafaune. Comment elle s'est faite dans les faits? C'est vrai que par exemple une partie de la mégafaune américaine par exemple a disparu. Et on connaît alors des exemples beaucoup plus récents de destruction massive de certaines espèces. Alors, je pense en particulier à ce qui s'est passé au XVIIe, au XVIIe et au XVIIIe siècle, et au XIXe siècle aussi d'ailleurs, avec enfin XVIIIe et XIXe, avec le cerf de Virginie et le bison en Amérique du Nord, où ces deux espèces ont pratiquement été décimées, et elles ont été en grande partie par les Amérindiens qui vendaient la viande aux colons. Mais on est dans une situation là tout à fait particulière, dans lequel s'est instauré un marché des biens de subsistance,
complètement inconnu auparavant dans cette région des Amériques, en tout cas, qui a complètement bouleversé les conditions de vie des Amérindiens et qui les a amenés donc à ces grands massacres. Donc il y a tout un débat aux États-Unis sur l'Indien, le noble sauvage, écologiste ou pas. Je crois simplement que des circonstances singulières font que tout d'un coup un équilibre qui existait auparavant a basculé, et ça arrive dans des circonstances de différentes sortes. Ça arrive dans des confrontations du type de celles que j'évoquais pour l'Amérique du Nord, c'est-à-dire quand des demandes extérieures se créent, quand des valeurs halogènes s'installent, lorsqu'une technologie nouvelle et non maîtrisée, en l'occurrence l'arme à feu, le cheval, arrivent, et elles ont des conséquences inintentionnelles, assez graves parfois. Une autre circonstance, c'est la circonscription. C'est un vieil argument, tout à fait judicieux d'ailleurs, des archéologues. Dans des milieux qui ne permettent pas l'expansion, il y a deux possibilités. Soit un raffinement technique dans l'usage des ressources qui fait que même en tenant compte du fait qu'il y a un contrôle de la population, l'usage des ressources va être tel qu'il va permettre une maximisation en quelque sorte de leur usage sans destruction. Soit, si cela n'est pas fait, si cela n'est pas possible pour différentes raisons, en effet, une dégradation de l'environnement qui peut être irréversible, et par exemple la disparition de certaines espèces. Donc ces deux circonstances, le contact avec un système technologique et un système d'usage de l'environnement différent d'une part, et ça s'est répété, je prends l'exemple de l'Amérique du Nord, mais ça s'est répété à l'infini avec l'expansion coloniale de l'Occident dans bien des régions du monde, et puis la circonscription aussi, sont deux. Certains n'y arrivent pas et bousillent, si je puis dire, leur environnement. Donc, oui, de ce point de vue-là, l'homme peut être destructeur de son environnement, mais je pense que c'est par des effets intentionnels. Personne ne se lève en disant bon, maintenant, je vais me faire tous les mammouths. Hein. Alors, une autre question un peu peut-être plus massive, celle-là. Comment, vous avez souligné à quel point le naturalisme était quand même une civilisation originale, très différente des trois autres possibilités. Et comment peut-on comprendre qu'elle se soit, entre guillemets, si facilement imposée, étendue au reste de la planète, au point d'avoir quasiment phagocyté les autres? Ça constitue une sorte d'énigme. Finalement, ça s'est fait sur une période très courte. Alors, ça, c'est une vaste question, en effet. Vous avez prévenu. Oui, je sais, mais il faut faire très attention à ce qu'on entend par là. Qu'il y ait eu diffusion d'un certain système technique, c'est indubitable. Que ce système technique se soit accompagné de la diffusion, disons, du système cosmologique qui va avec, c'est tout à fait douteux. Je pense que les Chinois, par exemple, il m'est arrivé de faire des conférences en Chine et de poser la question, ou même pas poser la question, mes interlocuteurs me disaient oui, nous correspondons à ce que vous appelez l'analogie, toujours. Donc, j'aime bien citer cette formule de Merleau-Ponty dans son cours sur la nature, lorsqu'il disait ce ne sont pas les révolutions scientifiques qui ont changé l'idée de nature, c'est l'idée de nature qui a permis les révolutions scientifiques. Une fois que le changement de paradigme ontologique, en quelque sorte, a rendu possible ce développement sans précédent des sciences et des techniques en Occident, c'est une fois que les sciences comme systèmes procéduraux
se sont développées, rien n'empêchait qu'elles migrent. Après tout, un système procédural, ça s'apprend comme n'importe quoi d'autre. On n'a pas besoin d'apprendre avec le système procédural toutes les conditions de son avènement. C'est même le contraire qui se passe. La bonne science, si on peut dire, elle est fondée sur l'amnésie de sa préhistoire. On n'enseigne jamais l'histoire des sciences aux scientifiques. Et donc ça veut dire qu'on peut faire de la très bonne biologie, de la très bonne physique, de la très bonne chimie en Inde, et c'est le cas en Chine, et c'est le cas, etc. Donc il n'y a pas de problème à la diffusion des procédures, de même qu'il n'y a pas de problème à la diffusion des systèmes techniques. En Amazonie, on dit « Ah, les Amérindiens, maintenant, ils utilisent des tronçonneuses, c'est dramatique. » Pourquoi? Ils utilisaient auparavant des haches de pierre, et ensuite, il n'y a pas si longtemps pour certains d'entre eux, des haches de métal ensuite. Tronçonneuses opèrent exactement sur la matière le même type de transformation, mais beaucoup plus facilement. De la même façon, ils ont adopté les moteurs hors bord lorsqu'ils ont pu le faire, parce que c'est plus facile de faire, au lieu de godiller, le même mouvement, si c'est une hélice qu'il fait, c'est plus simple que de le faire à la rame. Même chose pour les armes à feu. Ils avaient des armes qui projetaient des projectiles, des sarbacanes ou des arcs. Une arme à feu, c'est plus efficace. Donc il n'y a aucune rupture de ce point de vue-là, simplement une augmentation d'efficacité de l'outil. Et puis il y a un effet inintentionnel. Quand un nouvel outil débarque, comme il démultiplie les possibilités, c'est le cas de cet homme auquel vous faites référence, là, avec son fusil, il avait été grisé en quelque sorte par donc pas la facilité, en tout cas la capacité de destruction que ce fusil lui apportait, il avait fait un grand massacre de singes. Et au bout d'un certain temps, ces effets d'amplificateurs de la puissance que l'on peut exercer sur son environnement par l'intermédiaire de la technique ont des conséquences. Mais elles ne sont pas des conséquences voulues. Alors, je voudrais insister aussi sur ce fait que ce qu'on appelle l'occidentalisation, je doute fort qu'il y ait une occidentalisation au sens où on l'entend maintenant, qu'il y ait une globalisation, c'est-à-dire qu'il y ait une circulation des marchandises, des idées, des techniques, des objets, des artefacts, etc. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. À chaque fois, localement, ces idées, ces artefacts, ces techniques, etc., sont ressaisis dans un contexte particulier qui les rend en fait très très différents. Donc, une chose qui m'a beaucoup frappé en Amazonie, mais on pourrait prendre 1000 exemples de cette nature, autant le transfert technologique par des outils qui remplissent des fonctions plus efficacement que d'autres outils, mais les mêmes fonctions auparavant, s'est fait sans difficulté, autant, non pas le transfert d'une technique, mais le transfert d'un rapport technique. Parce que je crois qu'il faut faire une différence entre les outils et les relations à l'environnement ou aux humains qu'une technique permet. Eux sont très stables. Alors j'en prends un exemple classique qui est celui de la non-domestication des animaux. En Amazonie, d'un point de vue zootechnique, les Amérindiens savent très bien ce que c'est que d'apprivoiser. Il n'y a pratiquement pas d'espèces qu'ils n'ont pas apprivoisées. Il y a des chiens, ce qu'on appelle des bush dogs, des chiens sauvages. C'est pas des chiens marrons, hein, c'est une espèce particulière qui est apparemment pratiquement impossible à apprivoiser. Mais pour le reste, les félins, les jaguars, enfin, tout ce que vous voulez a été apprivoisé. Donc le savoir, en quelque sorte, éthologique en particulier, notamment le savoir de la période pendant laquelle l'empreinte pré-Gung est possible, il est très bien distribué. Et pourtant, il n'y a pas eu de domestication systématique depuis toujours, si je puis dire. Il y a le canard de Barbarie sur la côte du Venezuela. Et puis, il y a les ânes, mais là, je parle des basses-terres. Et bien pourtant, il n'y a pas eu de domestication au sens de la reproduction d'animaux en captivité
avec l'intention d'établir une lignée d'individus issus les uns des autres. Lorsque les animaux apprivoisés qui vivent à foison dans les maisons amérindiennes meurent, on ne les mange pas en général, et en tout cas on ne les tue jamais pour les manger. Donc ce n'est pas de la proto-domestication, c'est véritablement de l'apprivoisement pour en faire. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails des raisons pour lesquelles on ne les domestique pas, c'est des raisons qui ont trait à la cosmologie animique, disons. Mais lorsque récement des ONG qui voulaient très bien faire ont introduit des programmes d'élevage en captivité de certains animaux qui sont élevés depuis longtemps en contexte industriel. Au Venezuela, il y a des élevages de capybaras, par exemple, et on trouve de la viande de capybara dans les boucheries. Donc il n'y a pas de problème technique pour l'élevage du capybara. Même chose pour le pécari. Lorsque ces ONG ont voulu, dans des régions où, du fait de la déforestation, la chasse n'était plus possible, ont voulu établir des élevages de ce type-là. Ça s'est bien passé pendant un temps, et puis quand l'élevage a été transféré aux Amérindiens, échec total. Donc il y a une sorte de répugnance, non pas à la domestication en général, mais à domestiquer des animaux qui sont vus comme, alors en l'occurrence, déjà domestiqués par des esprits, par exemple. Donc ça, c'est une relation technique de très 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 longue durée et qui ne s'est pas modifiée et encore et qui subsiste maintenant. Dans d'autres régions du monde, ça s'est passé, mais disons que ces grandes relations techniques, elles ont une force de stabilité en quelque sorte très grande. Donc ça, c'est encore un exemple, si vous voulez, ça va à l'encontre de cette idée d'une globalisation qui se progressait un peu comme une onde concentrique à partir d'un foyer. Il faut aussi voir que les foyers de globalisation sont multiples. Au lieu de voir, on parle d'occidentalisation, mais sans doute il y a une onde, mais ensuite cette onde elle revient et introduit de la différence aussi chez nous. Je pense à ces on parlait tout à l'heure des robots au Japon. Il y a toute une tradition aussi de la. Alors le robot, si vous voulez, c'est un dispositif technique qui est fondé sur un certain nombre de découvertes en biomécanique, en électronique, etc., et qui se trouve avoir trouvé au Japon un lieu d'épanouissement tout particulier. Mais ce n'est pas un hasard que ce soit au Japon en particulier, parce qu'il y a un certain type de rapport à des artefacts doués d'intentionnalité qui est très, très particulier au Japon. Et on peut trouver en quelque sorte des exemples de ce type-là dans lequel des systèmes techniques, certains types d'artefacts sont complètement détournés en quelque sorte de leur fonction première et finissent par acquérir une signification tout à fait propre et localement propre qui ensuite revient en arrière. Donc voilà, je pense qu'il faut nuancer lorsqu'on parle de l'occidentalisation, il faut nuancer lorsqu'on parle du développement des techniques, parce qu'une technique qui a été appropriée. J'en prends un dernier petit exemple, l'audiovisuel par exemple, les techniques audiovisuelles. Partout maintenant en Amazonie, les Indiens font du cinéma, de la vidéo. Et de façon très très intéressante, très originale, pour toutes sortes de raisons. Alors des raisons évidentes qu'on trouve dans beaucoup de cas identiques de civilisations autochtones qui sont soumises à des processus de colonisation interne. Il s'agit de filmer des lieux où l'on a vécu pour assurer en quelque sorte que les ancêtres vivaient là, etc. Donc il y a un côté de patrimonialisation, etc. Mais il y a aussi une mise en scène de soi-même, etc. Alors c'est un usage intéressant de la vidéo. C'est vrai que c'est pas eux qui l'ont inventé, mais
ils l'utilisent de telle façon qu'on ne peut pas parler d'occidentalisation. Ils font servir la vidéo à des fins relativement traditionnelles, entre guillemets, c'est-à-dire qui sont dans le prolongement de leurs intérêts anciens. Alors, pour reprendre à la fin des propos que vous venez de terminer, est-ce à dire que finalement, peut-être la grande question qui se pose aux Occidentaux, c'est non pas de comprendre la technique pour elle-même, mais bien plutôt la relation à la technique, qui fait qu'elle pénètre par exemple peu, comme vous le disiez, d'autres types de sociétés qui ont une autre relation à la technique, et qui met alors en exergue, au fond, que la prééminence devrait être donnée chez nous aux finalités que nous avons passablement perdu, suivant comment d'ailleurs, volontairement avec l'individu moderne autonomos qui se donne à lui-même les finalités, alors que vous nous montrez que même une technique tout à fait occidentale peut être détournée et donc perdre des aspects négatifs que nous lui prêtons, détournée par d'autres cultures parce qu'elles ont, elles, d'autres finalités, donc elles vont réutiliser la technique. Et dans ce sens-là, elle nous donne un bel enseignement en nous disant, mais c'est peut-être pas vos techniques comme telles qui sont si mauvaises, mais le fait que vous n'avez pas choisi les bonnes finalités pour leur usage, par exemple. Oui, mais je pense qu'il faut encore une fois mettre l'accent sur le fait que une technique, c'est pas un outil ou un système d'outils, c'est un système de relation à la matière, y compris à soi-même, à la matière humaine, si je puis dire, à soi-même et à la matière environnante, qui permet d'opérer sur cette matière. Et donc c'est la relation qui compte plus que le mécanisme proprement dit, c'est-à-dire, et la relation, elle porte en elle des finalités qui peuvent être extrêmement différentes. Et c'est en ce sens que en France, il y a une tradition ancienne d'ailleurs de réflexion sur la technique qu'on appelle la technologie. C'est pour ça que je suis toujours un peu hérissé lorsque j'entends parler de technologie à propos de technique, puisque c'est une confusion maintenant la plus commune au monde. Hein. On parle plus de technique, on parle de technologie. Technologie, c'est l'étude des systèmes techniques, et l'étude des systèmes techniques dans toutes leurs composantes, à la fois matérielles, sociales, et qui étaient illustrées à la fois par des philosophes, des grands philosophes comme Simondon, par exemple, et aussi par des historiens, des préhistoriens comme Leroy-Gourhan, des choses comme ça. Donc il y a toute une tradition d'étude de la technique qui permet de prendre une certaine distance vis-à-vis d'une vision de la technique qui assimile celle-ci principalement aux dernières innovations, en quelque sorte, qui effectivement constituent des sauts très très importants, que ce soit les techniques de transformation du vivant, ou des techniques qui permettent de traiter des grandes quantités d'entités ou d'informations simultanément, mais qui en fait ne sont simplement que la partie visible et la plus récente de l'iceberg technique. Et donc, prendre la technique dans toutes ses dimensions, y compris à partir du plus simple, en quelque sorte, du biface, du chopper, est une chose à part. On peut lire, on peut entendre parfois qu'il y aurait une relation particulière de la civilisation occidentale à la violence, à la destructivité, etc. C'est vrai que si on regarde par exemple la Grèce classique, il y a une sorte d'optimisme sur la nature humaine. Nul ne peut faire le mal volontairement, ou finalement au sens propre, la médiocrité, le fait qu'on sache se tenir à distance de tous les déséquilibres, de toutes les démesures, c'est quelque chose qui caractériserait vraiment l'homme grec. Et si l'on regarde en revanche plutôt l'Occident augustinien, il y a plutôt l'idée du péché originel, donc il est finalement lui le principal constructeur, est une idée très pessimiste sur la condition humaine, c'est-à-dire au contraire, voir attribuer comme caractéristique à l'humanité cette capacité finalement auquel elle ne saurait pas résister, la démesure. Et si l'on regarde l'histoire occidentale récente, effectivement, il y a une accumulation de démesures, de la Shoah à la bombe nucléaire, en passant aujourd'hui alors par le changement climatique et par une espèce de démesure dans la destruction
de notre environnement naturel, est-ce qu'il y aurait une sorte de fatalité occidentale à la violence? C'est une question Une sacrée difficile. question Hein. encore. Je peux vous répondre en anthropologue, c'est avec la violence est universelle. Il n'y a pas de société dans laquelle il n'y ait pas de violence, mais cette violence, elle s'exprime selon des codes et selon des modalités qui sont extrêmement différentes. J'ai moi-même travaillé, passé plusieurs années dans une société qui a probablement le plus fort taux qu'il y avait à l'époque, le plus fort taux d'homicide au monde. Donc à peu près, pratiquement un homme sur deux mourait à la guerre. Donc c'est très 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 élevé. Une société donc dans laquelle la violence était omniprésente. Cela dit, j'ai jamais eu le sentiment d'être une société violente. Il y avait des éclats de violence comme ça par moment, mais les rapports entre les gens au quotidien étaient médiatisés, c'est vrai, par des comportements un peu ritualisés, mais aussi à l'intérieur de la cellule familiale, médiatisés de telle façon qu'on ne sentait pas véritablement cette violence. Donc, il n'y a pas un état de nature positif ou négatif. Il n'y a pas la guerre de chacun contre chacun d'un côté qui serait maîtrisée par le léviathan de l'État, et puis ou bien au contraire un état de nature idyllique que l'État, par le monopole de la violence légitime, auquel il aurait mis fin. Simplement, je crois que les moyens de produire de la violence, simplement, ont été en croissant de façon exponentielle. Encore un exemple qui est lié au système technique, si vous voulez. À une certaine époque, en Amazonie, et notamment dans la région où j'ai travaillé, il y a eu un afflux d'armes à feu extrêmement destructrices. C'est-à-dire c'était des carabines à répétition, c'était des Winchester, des choses comme ça. Et j'ai pu suivre, pour autant que la reconstitution soit possible, ce n'est pas facile à travers une mémoire généalogique faible, j'ai pu essayer de reconstruire les taux d'homicides à l'époque où ces armes ont commencé à se sont répandues. C'était à peu près pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il y a eu le deuxième boom du caoutchouc. Le marché des VA en Asie du Sud-Est étant contrôlé par les Japonais, par l'occupation japonaise, en Amazonie, il y a eu un deuxième mini-boom du caoutchouc, beaucoup moins connu que le premier boom. Et une façon de se procurer du caoutchouc, c'était évidemment par l'intermédiaire des populations locales que l'on payait en armes, notamment, et en munitions. Donc ça a eu des conséquences dramatiques. Là où avec une lance, il faut quand même se battre, une rondache, on n'est pas sûr de gagner. Là, il suffit de se planquer derrière un palmier, puis on tire sur tout ce qui bouge. On a des exemples très nombreux comme ça. Les Danakil, lorsque ils ont une société aussi à Vendetta, lorsque suite à la Deuxième Guerre mondiale ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu accès à des armes automatiques d'origine anglaise, se sont liquidés. Donc il y a cet effet d'expansion considérable des capacités de destruction que donnent les techniques. Alors le pessimisme sur la nature humaine, oui, sans doute, mais en même temps il est lié dans la tradition chrétienne à un optimisme eschatologique sur la possibilité du salut et sur donc c'est difficile de dire qu'il y aurait quelque chose que de ce point de vue-là, si vous voulez, l'Occident serait particulièrement coupable comment dire, spécifiquement d'une violence débridée qu'il n'aurait pas su maîtriser. Moi, je pense, je suis assez d'accord avec Todorov dans son livre sur la conquête de l'Amérique, lorsqu'il dit qu'il y a quelque chose aussi de spécifique à l'Occident, qui est une combinaison
inextricablement mêlé entre un désir de connaître et un désir de conquête, qui est, je crois, caractéristique du naturalisme. Encore une fois, ça existait avant, il y a eu dans l'Antiquité des guerres d'annexion et des choses comme ça. Alexandre a quand même été très loin, mais c'était pas nécessairement fondé sur le désir de connaissance, de la spécificité d'autrui pour mieux le maîtriser, comme ça l'a été par la suite avec la première grande expansion coloniale européenne, où véritablement il y a eu à la fois un désir, semble-t-il, en partie désintéressé de savoir qui était autrui, hein, et à travers ce désir désintéressé, un désir de contrôle d'autrui, d'appropriation de sa personne et de ses richesses et de ses terres. Et ça, c'est très inextricablement mêlé, et là, c'est très lié. Donc, le colonialisme en ce sens-là, c'est-à-dire cette expansion vers l'extérieur, qui est une expansion de connaissance, une expansion de puissance, une expansion de domination, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait caractéristique du colonialisme et qui, du naturalisme, je crois, et qui évidemment a des effets aussi en retour probablement à l'intérieur. C'est l'idée finalement qu'un même régime de domination ou d'exercice de la puissance peut s'exercer partout. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau, hein, qui a une universalisation non seulement des lois qui permettent de comprendre le monde physique, mais une universalisation aussi des principes qui permettent de le maîtriser et de maîtriser les humains un peu partout. Ça, c'est, je crois, quelque chose d'assez nouveau. Donc, c'est quelque chose en Occident qui est peut-être spécifique, ça serait ça. Il est très fort aussi. Oui, c'est fort. Et ça a permis. C'est ce qui a permis, je crois, cet extraordinaire. C'est pas la maîtrise technique qui a permis à une poignée de conquistadors de s'assurer la maîtrise de l'Empire Inca, de l'Empire aztèque, de même que c'est pas vraiment la maîtrise technique qui a permis à une poignée de militaires anglais, français ou allemands de s'assurer la maîtrise de grands pans d'Afrique ou de l'Asie. C'est une espèce c'est une idée que la projection de la puissance est telle qu'elle permet, qu'elle permet de traiter les hommes partout de la même façon, y compris par la violence, et même peut-être surtout par la violence. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau, je crois. Et comment vous voyez, cet intérêt, par exemple, d'un anthropologue comme Girard pour la mimésis, et le jeu entre la mimésis et la violence? Est-ce que votre expérience, connaissance du terrain, quel regard vous jetez sur finalement cette espèce de volonté de tout éclairer à partir de là, cette généralisation? C'est très chrétien. Oui. C'est tout à fait chrétien. Je trouve que c'est une idée autour de laquelle beaucoup de gens tournent depuis quelque temps déjà, à commencer par Freud, mais qui est très très liée à une tradition chrétienne et plus généralement à quelque chose qui me semble-t-il ressort de l'analogisme, c'est-à-dire l'idée que le sacrifice est un dispositif de canalisation de la violence qui permet de tisser du lien. C'est ça qui est très caractéristique de l'analogie. On trouve du sacrifice dans tous les systèmes analogistes, et évidemment dans le monde chrétien, judéo-chrétien tout particulièrement. Donc je pense que c'est quelque chose qui est très propre. C'est pas propre d'ailleurs peut-être à l'Occident, encore qu'il y a une coloration particulière à l'Occident, mais c'est propre au système analogiste en général. Et je pense qu'il y a une... Alors je dis ça pour Girard, mais je dirais ça aussi pour beaucoup d'autres historiens des religions. Je pense à
par exemple à Mircea Eliade, il y a une sorte de tentation auquel la plupart d'entre eux ont cédé, qui consiste à, reconnaissant dans des religions que moi j'appelle analogistes, des éléments du christianisme, à généraliser à l'ensemble du monde connu des grilles d'interprétation, en quelque sorte, qui sont appropriées peut-être à l'étude du monde judéo-chrétien et des dispositifs analogistes, c'est-à-dire l'Antiquité grecque, par exemple, mais qui ne sont pas appropriés pour d'autres régions du monde. Ça n'a, disons, l'hypothèse de Girard n'a aucun sens pour les Achuar ou pour les aborigènes australiens. Aucun. Donc mais c'est assez classique. C'est-à-dire qu'on essaye de réduire l'inconnu avec ce que l'on connaît. Mais je pense qu'il faut prendre l'inconnu à bras-le-corps, en fait. Et en faisant abstraction de ce que l'on connaît, justement. C'est comme ça qu'on fait progresser les frontières de la science. Vous seriez peu convaincu par le lien que font certains entre une certaine déritualisation de l'Occident, la disparition du sacré, et l'augmentation de la violence qu'on prête soit à la vision occidentale chez elle, soit à la vision occidentale par rapport aux autres visions. Je pense en particulier au dernier livre de Dupuis, qui met un peu l'espoir, s'il en reste, pour sauver la planète, plutôt l'humanité sur la planète, dans le sacré, le retour du sacré. Dit-il, nous serions la seule société depuis l'histoire humaine à avoir été construite en écartant le sacré. Là encore, les liens entre Dupuis et Girard sont connus, mais je crois que c'est une lecture judéo-chrétienne du sacré. Le sacré n'a aucun sens dans une grande partie de l'humanité. Alors je sais que c'est un problème compliqué que les historiens des religions essayent de traiter depuis longtemps. Mais la distinction, par exemple, que fait Durkheim entre profane et sacré, même les grands historiens des religions comme Dumézil, par exemple, qui distinguent entre les sacra et les signa, entre ce qui vient des hommes vers les dieux, ce qui descend des dieux vers les hommes, etc. Mauss, qui définit la religion essentiellement par les institutions. La religion, pour moi, c'est c'est une manifestation du rapport des humains à des entités incorporables ou incorporées d'un régime un peu particulier que l'on trouve pour l'essentiel, encore une fois, dans les systèmes analogistes. Et encore, tous n'ont pas les mêmes caractéristiques. Les historiens de la religion romaine ont montré, à commencer, à vrai dire, par Fustel de Coulanges, mais on trouve ça jusqu'aux travaux à présent de Scheid, que finalement, bien sûr qu'il y a une distinction entre l'univers du profane et l'univers du sacré, mais la religion romaine n'est pas une religion de la foi, de la piété, c'est une religion du rite, c'est une religion civique d'une certaine façon. Et je pense que pour l'essentiel, ce que les gens qui parlent du sacré, ce qu'ils ont à l'esprit, c'est la religion chrétienne qu'ils repèrent un peu partout dans le monde, alors que celle-ci a une particularité, judéo-chrétienne, on peut dire la même chose de l'islam, les religions du livre, disons, alors qu'elle a des particularités qui la rendent absolument singulière. Un peu partout, les religions ont cette dimension de ritualisation de la vie civique, de techniques pour rendre visible, présente, efficiente des incorporables, c'est des entités qui ne sont pas visibles en temps ordinaire, mais qui peuvent avoir
une dimension matérielle et figurative, etc., etc. Donc je pense qu'il faut être très très prudent lorsque l'on veut, lorsqu'on se sert de cette notion du sacré, qui, à mon sens, n'a pas grand sens en dehors de l'univers culturel où elle s'est développée, et pour faire des généralités de ce type-là. Une grande partie de l'humanité est tout aussi, vit dans un univers, comment dire, aussi peu sacré que nous, mais un univers qui est peut-être enchanté au sens de weberien, en somme, hein, c'est-à-dire, effectivement, dans lequel il y a des esprits, dans lequel il y a des ancêtres, dans lequel il y a toutes sortes d'incorporables qui sont présents, mais c'est des incorporables de nature très diverse. Et on ne peut pas dire que ce soit un univers qui soit plus ou moins enchanté. Donc il faut faire très attention à ne pas projeter la sécularisation évidente de l'Occident comme comme un moyen, en quelque sorte, de penser des présences ou des absences de grandes entités ou de grandes instances comme la religion ailleurs. Voilà. Donc j'incite à la prudence de ce point de vue-là. Donc pour vous, la question des limites, de placer quelque part l'hubris est infiniment plus intéressante que de dénommer cet hubris sacré ou pas sacré. Absolument, oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que l'hubris, elle est présente partout, hein, mais qu'elle prend une anthropologie comparative de l'hubris, ça serait un très beau projet, hein, à condition de ne pas prendre comme modèle de l'hubris le nôtre. Hein, voilà, il a des. En fait, ce à quoi j'aspire, pourquoi je milite, c'est pour une décolonisation des concepts. On a parlé tout à l'heure de l'expansion coloniale de l'Occident. Nous avons eu tendance, et c'est normal, lorsque s'est ouvert un espace d'autonomie pour une réflexion sur ce qu'on appelle maintenant les sciences humaines et sociales, au XIXe siècle. C'est très tardif. Hein, et ça s'est passé dans une petite partie du monde, ça s'est passé en Occident. Nous avons eu tendance à utiliser dans ce domaine de positivité les concepts au moyen duquel nous avons pensé notre propre histoire. C'est normal. Mais il est temps maintenant de décoloniser ces concepts. Il est temps et je pense pour ça l'anthropologie a un rôle fondamental à jouer, il est temps de penser des projets comme celui-là, l'anthropologie comparative de l'hubris, en faisant abstraction, non pas abstraction, mais en considérant que notre hubris n'est qu'un cas particulier parmi d'autres. Une anthropologie comparative, autre très beau projet qui reste à faire, une anthropologie comparative de l'individualisme. On a eu tendance à penser, à la suite de Dumont, qui avait d'un côté les sociétés holistes, dans lesquelles la position et le statut d'un individu étaient fonction de l'endroit où il était né, en fonction de la position sociale où il était né, qui était donc et que tout ce qu'il concernait était défini parce qu'il était un élément d'une totalité qui le déterminait dans toutes ses caractéristiques. Et puis de l'autre côté, l'individualisme moderne tel qu'il s'est développé en Occident. Mais il y a toutes sortes d'individualismes dans des sociétés non modernes. C'est des individualismes qui sont pas toujours faciles à percevoir parce que les cheminements ouverts à chacun ne sont pas nécessairement identiques aux nôtres. Donc je pense qu'il faut aussi se méfier de ces contrastes, hein, entre des grandes disons, dispositions qu'on attribue au monde occidental et puis d'autres qu'on attribue au monde moderne. Le monde est d'une beaucoup plus grande diversité que ces dichotomies ne permettent de le penser. D'une certaine manière, le droit est
l'une des grandes figures pour assumer cette hubris. Et là, les différents régimes de droit à travers les pays ou les cultures résistent extrêmement bien à la vision occidentale. Donc, on aurait déjà une amorce d'anthropologie comparée de l'hubris. On est tout à fait incapable d'imposer notre vision universaliste, et même maintenant, de l'autre côté, si je puis dire, non occidental, on résiste alors ouvertement à des droits de l'homme pensés comme univoques, homogènes, et ils le disent de manière tout à fait honnête. C'est pas notre vision du monde, c'est pas comme ça que nous pensons l'hubris. Et là, alors, on évite justement d'avoir une sorte de, comme vous disiez, des concepts déjà colonisés ou colonisants pour eux, puisqu'ils résistent très bien. On voit très bien qu'ils résistent. Donc on n'a pas eu le temps, en quelque sorte, de les absorber. Et donc la différence, elle nous apparaît ici avec un certain relief. Oui, bien sûr. Bien bien intéressant sûr. pour nous. Oui, oui, parce que le droit, c'est-à-dire le domaine de la normativité officielle, si je puis dire, Voilà, est le lieu où ces résistances et ces conflits sont le plus visibles. Et de ce point de vue-là, je pense que ça. Je vous le disais tout à l'heure, il m'a semblé assez souvent que l'anthropologie du droit avait eu un peu trop tendance à traiter en quelque sorte tout système de normes non occidentales comme étant un système juridique. Il me paraît, alors que dans bien des cas, c'est simplement un système de normes qui n'a pas véritablement d'équivalent avec le droit. Cela dit, il y a des traditions juridiques néanmoins ailleurs, avec, je pense, le monde arabo-musulman, je pense à la Chine, je pense à l'Inde, dans lesquelles les comparaisons avec le droit occidental, les droits occidentaux, parce qu'il y en a au moins deux, seraient extrêmement intéressants. Et c'est d'ailleurs c'est un processus en cours. D'ailleurs, il y a pas mal de juristes qui s'intéressent à cette question. Oui, c'est aussi un beau domaine de comparaison. L'enjeu étant immense, puisque l'une des visions salvatrices que l'on porte contre la crise environnementale serait des réponses de droit international, donc un droit univoque, uniforme. Et personnellement, j'ai toujours eu les plus grands doutes contre des solutions qui tomberaient en quelque sorte d'en haut. Moi, j'ai proposé récemment à l'UNESCO, d'ailleurs, dans la division du patrimoine, où on m'a demandé mon avis sur ces questions. J'avais auparavant développé l'idée que pour dépasser l'universalisme occidental, classique tel que vous venez de l'évoquer, j'étais plutôt partisan de ce que j'ai appelé un universalisme relatif, c'est-à-dire sans jouer sur les mots, en donnant au terme relatif le même sens qu'il a dans le pronom relatif, c'est-à-dire qui concerne des relations. Et un universalisme donc dans lequel on pourrait comparer les différents types de relations qui sont acceptables ou inacceptables par chacun et fonder en quelque sorte une universalité sur des relations qui seraient acceptables par tous. Et je disais, bon, ça a l'air très abstrait comme ça, mais il y a une application que l'on peut faire en fait dès maintenant. C'est celui de ce qui permet de garantir le statut des parcs naturels, ou des espèces, des très nombreuses, c'est à peu près, si mes souvenirs sont bons, presque entre 15, à peu près 15% des terres émergées ont un statut ou un autre à l'heure actuelle d'espace réservé pour des raisons de protection de l'environnement. C'est énorme. Et on pourrait envisager tout à fait, à partir des catégories que j'ai proposées, des ontologies que j'ai proposées, de moduler les principes qui permettent ou qui assoient ou qui légitiment la protection en fonction des endroits où ils se situent, dans la mesure où, comme on le sait, il y a des conflits permanents entre, d'un côté, les populations locales qui ont un certain usage de cet environnement, qui quelquefois, par leur présence et leur action, contribuent à le façonner, et d'autre part, des écologistes, des décideurs, des politiques, etc., qui souhaitent déposséder, il faut bien le dire, d'une partie de leurs privilèges, de leurs prérogatives ou de leurs droits d'usage des populations locales, de façon à soustraire ces environnements à leur action, pour qu'on y protège
des espèces ou un certain type d'écosystème, etc. On pourrait essayer de combiner les deux si l'on disait par exemple qu'une réserve naturelle en Amazonie pourrait être fondée sur un principe animique, c'est-à-dire au lieu de dire aux gens bien maintenant vous n'avez plus le droit de chasser, ou pire encore ce qu'on a fait quand même assez souvent en virant les gens de l'endroit que l'on cherche à protéger, ici c'est une réserve animique, ça veut dire que c'est une réserve dans laquelle les humains et les non-humains ont des rapports de personne à personne. Ça n'empêche pas que un autre objectif de type naturaliste, à savoir protéger la biodiversité, pourrait être maintenu, mais le principe fondamental serait un principe animique. Et on pourrait envisager de décliner un peu partout dans le monde des formes de légitimation de protection des espaces naturels appuyées sur des arguments de ce type-là, ce qui, je crois, contribuerait considérablement à apaiser les tensions qui sont incroyablement vives entre les populations locales et les décideurs. Voilà, j'espère que vous avez été aussi inspiré par ces réflexions. Je ne vais pas poser beaucoup de questions à M. Descola puisqu'il n'est pas là. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous